Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de publications qui touchent un sujet qui nous concerne tous ici au Québec. Notre portefeuille. Oui, et plus précisément, la part de notre budget qui, disons-le, s'évapore dans nos déplacements quotidiens. Exactement. Les sources qu'on a là de wikiresidence.ca et infodrone.ca dressent un constat assez brutal. Le transport, c'est le deuxième plus gros poste de dépenses des ménages. Juste après le logement. On parle de 15, voire 20% du budget net. C'est absolument colossal. Et ce chiffre nous amène au cœur d'un paradoxe vraiment fascinant. D'un côté, on a l'État qui investit des milliards, des sommes astronomiques, dans des infrastructures comme le REM. Un vrai pari sur l'avenir du transport collectif. Oui, et de l'autre, on assiste à une révolution technologique dans la voiture individuelle. L'électrification, l'IA, la conduite autonome, ce n'est plus de la science-fiction. Alors la question, c'est, est-ce que ces deux mondes vont s'affronter ou est-ce qu'ils peuvent au contraire collaborer? C'est ça le nœud du problème que ces analyses soulèvent. Et c'est exactement le puzzle qu'on va essayer d'assembler. L'objectif, c'est d'explorer une synergie assez audacieuse que ces documents proposent. Ils suggèrent que l'arrivée de constructeurs chinois, les robotaxis et l'évolution de services comme Comuna Auto pourraient devenir les plus grands alliés de nos métros. On va voir comment cette combinaison pourrait alléger la facture et peut-être même redessiner nos villes. Alors commençons par le nerf de la guerre, le coût. Toujours. Quand on pense au coût d'une auto, on pense essence, paiement mensuel, mais les chiffres de CA à Québec, cités dans nos sources, sont beaucoup plus complets. On parle d'environ 11 000 $ par année. 11 000 $. Et c'est important de décortiquer ce chiffre. Ce n'est pas juste le carburant, non, loin de là. Les documents le détaillent bien. Il y a les assurances, l'immatriculation, l'entretien, les pneus, mais il y a surtout la dépréciation. Ah, le tueur silencieux. Exactement. C'est ce qui fait fondre la valeur de votre actif dès que vous quittez le concessionnaire. Pour beaucoup de ménages, surtout pour une deuxième voiture, c'est une charge qui devient un frein. Donc ce fardeau de 11 000 $, c'est ça qui crée une ouverture dans le marché? C'est précisément là qu'entre en jeu ce que les documents appellent l'opportunité stratégique chinoise. On parle de géants industriels comme BYD ou NIO. Des noms qu'on commence à entendre de plus en plus, oui, et ils cherchent activement à s'implanter en Amérique du Nord. Leur avantage, il est simple. Ils proposent des véhicules qui pourraient être jusqu'à 30% moins chers que les modèles équivalents ici. 30%. On parle de VUS électriques familiaux qui pourraient se vendre, mettons, sous la barre des 35 000 $. D'accord, l'avantage du prix, je le vois bien, mais pourquoi le Québec? On est un petit marché, notre industrie auto est quasi inexistante, pourquoi un géant comme BYD viendrait s'installer ici? C'est quoi notre carte maîtresse? C'est une excellente question. Et les documents identifient 3 avantages majeurs, presque uniques. Le premier, c'est le foncier plug and play. Plug and play. Ce ne sont pas juste des champs vides. On parle de méga sites industriels, comme celui de Northvolt, qui sont déjà viabilisés. Ça veut dire que les routes, l'électricité, les infrastructures sont déjà là. Ah, donc on leur offre un projet déjà accéléré? Exactement. Pour un industriel, c'est un gain de temps qui se chiffre en années. Le deuxième atout, c'est notre électricité. Et pas seulement son prix. Sa propreté. Voilà. Elle est propre à 99,8%. C'est un argument marketing massif. Une batterie faite au Québec, c'est une batterie plus verte. Et le troisième point, il est géostratégique. En produisant ici, il contourne les surtaxes à l'importation. C'est une police d'assurance. D'accord, donc on a les atouts pour construire les voitures, mais je vois encore mal le lien. Même si ma voiture électrique Made in Québec me coûte 8 000 $ par an au lieu de 11 000, elle reste stationnée 95% du temps. Comment ça se connecte au REM? C'est là que tout bascule. La vision, ce n'est pas juste de remplacer des voitures à essence par des voitures électriques. C'est plus profond que ça, oui, c'est de s'attaquer au vrai casse-tête. Le fameux problème du premier et du dernier kilomètre. Ah oui, le classique. J'habite à 10 minutes en auto de la gare, mais c'est 45 minutes à pied. Et les trottoirs sont pas toujours déneigés l'hiver. C'est ce fossé qui force des milliers de gens à prendre leur auto juste pour aller se stationner à la gare. Un stationnement qui est souvent plein à 7h30 du matin. Précisément. Et c'est là que les robotaxis entrent en jeu. Il faut imaginer des flottes de véhicules autonomes, sans conducteur, disponibles sur deux mondes 24/7. Le Uber sans chauffeur, en gros. Oui, mais l'élément qui change tout, c'est l'économie du service. Dans un taxi ou un Uber, plus de 60% du coût, c'est le chauffeur. Si on enlève ça, le prix d'une course de 5 ou 6 km devient très abordable. On parle de quoi à peu près?
de quelques dollars seulement. Attendez une minute. Là, le changement de mentalité est énorme. On ne parle plus d'un service de VTC un peu moins cher, on parle d'un service qui devient une extension directe du transport public. C'est exactement ça. Ce n'est plus un luxe, c'est un connecteur. La location d'une auto pour la journée avec Communauto, c'est pour faire l'épicerie. Mais là, le besoin est différent. C'est un micro-trajet. Oui. C'est commander un véhicule pour aller de sa porte au quai du REM, point final. Et ça redéfinit aussi le modèle d'autopartage. Les sources suggèrent que les flottes de services comme Communauto pourraient intégrer ces véhicules. L'efficacité serait décuplée. Imaginez, un véhicule dépose quelqu'un à la station et au lieu de rester là, il repart immédiatement servir un autre client. La disponibilité augmente, les coûts baissent. D'accord, l'idée est puissante. Faisons le lien avec les grands projets. On a le REM initial, 7,9 milliards de dollars. Pour que ça soit rentable, ça prend un achalandage monstre. Et cet achalandage dépend de l'accès aux stations. Si les stationnements incitatifs sont bloqués dès 7 heures du matin, le système atteint ses limites. On ne peut pas construire des stationnements en béton à l'infini. Non, ça coûte une fortune. La solution des navettes autonomes élimine à terme une grande partie de ce besoin. Elle transforme chaque porte de résidence en un point d'accès virtuel au réseau. Et pour le portefeuille du citoyen moyen, ça donne quoi? Si on peut se passer de la deuxième voiture, l'impact est direct. On passe d'une dépense fixe de 11 000 $ par an à un modèle de dépenses variable. Un abonnement au transport en commun, plus l'utilisation à la carte des robotaxis. Et la facture baisse de combien? Les sources estiment qu'un ménage pourrait réduire sa facture de 50 à 60 %. On parle de libérer 5 000 ou 6 000 $ par année dans le budget familial. C'est énorme. Une somme pareille, ça peut changer beaucoup de choses. Mais ce qui est peut-être encore plus fascinant, c'est l'effet domino sur l'immobilier. Un chiffre est particulièrement parlant. Un seul espace de stationnement souterrain coûte entre 40 000 et 60 000 $ à construire. 40 à 60 000 $ pour une place de stationnement. C'est le prix d'une voiture de luxe qu'on enterre sous un immeuble. Exactement. Et ce coût, il est refilé dans le prix des logements. Si on peut construire des projets avec beaucoup moins de stationnement, on réduit directement le coût des habitations. On favorise la densification intelligente, le fameux TOD. On peut construire plus de logements, plus abordables, sur la même superficie. Et il y a l'impact social aussi. Pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, c'est une autonomie retrouvée. La possibilité de rejoindre les grands axes sans dépendre d'un proche. C'est ça. C'est une vision très séduisante, mais ça semble un peu lointain. Est-ce que les documents proposent un plan concret, des étapes, ou ça reste une belle idée sur papier finalement? Absolument, et c'est la force de l'analyse. Ce n'est pas un Big Bang, c'est une feuille de route évolutive sur près de 15 ans, découpée en 3 grandes phases. D'accord, allons-y. Phase 1. La première, envisagée entre 2026 et 2030, c'est l'amorçage. Attirer le manufacturier pour qu'il produise d'abord des VE abordables, dans la fourchette de 25 000 à 35 000 $. Donc on commence par démocratiser l'accès à la voiture électrique normale pour la classe moyenne. Précisément. Ensuite, phase 2, de 2030 à 2033, c'est l'optimisation des flottes. L'usine orienterait sa production vers des modèles conçus pour l'autopartage. Des véhicules plus robustes, plus faciles à nettoyer? Exactement. Des batteries optimisées pour la recharge rapide, un coût d'entretien minimal, ça réduirait les coûts pour des services comme Communauto, et donc les tarifs pour les usagers. Et la troisième phase, le but ultime. C'est la phase de convergence, à partir de 2034. C'est là que tout s'assemble. L'usine collaborerait avec notre écosystème en IA, Mila, Ivado, pour développer ces fameuses navettes autonomes. Et le modèle d'affaires change. Complètement. Ces véhicules ne seraient plus vendus, ils seraient déployés directement comme un service. Ah, c'est là qu'on arrive à l'image des globules rouges d'un des textes. Ils ne sont pas l'artère, mais ils irriguent tout le système pour alimenter les grandes artères comme le REM. C'est l'analogie parfaite. Et pour l'État, les bénéfices sont clairs. Au lieu de subventionner l'achat de voitures, l'État devient un vendeur d'énergie. Une telle usine, c'est des contrats majeurs pour Hydro-Québec, des revenus récurrents. Donc, si on résume, la grande idée, ce n'est pas de tuer l'automobile. Pas du tout. Ce n'est pas l'auto contre le transport en commun. C'est une vision de complémentarité. Les usines qu'on attirerait ne produiraient pas des concurrents au REM. C'est ça. Elles produiraient ses plus grands alliés. C'est de réinventer l'auto, de la faire passer d'un bien individuel, coûteux, à un service collectif, intégré. L'image finale, c'est une navette autonome, made in Québec, qui vient vous chercher à votre porte pour, disons, 3 ou 4 $, vous dépose au quai du REM, et repart aussitôt chercher quelqu'un d'autre.
Le résultat? Zéro besoin de stationnement à la gare, une fluidité maximale et un coût minime. On passerait d'un urbanisme pour stocker du métal immobile à des milieux de vie axés sur le mouvement des humains. C'est une vision puissante, et l'analyse se termine sur une réflexion qui laisse songeur. Elle conclut que le Québec a tous les ingrédients pour IA. Les terrains, l'énergie propre, le talent en IA, et un besoin criant de solutions. La technologie arrive à maturité. Alors, qu'est-ce qui manque? La question finale qui est posée est la suivante. Si toutes les pièces sont là, sur la table, qu'est-ce qui empêche réellement cette vision de se concrétiser? Est-ce que c'est un risque économique, une barrière technologique, ou est-ce que finalement le véritable obstacle ne serait pas simplement un manque de volonté et d'audace politique pour assembler les morceaux du casse-tête?